Bonjour Paul Lannoy, on est ravi de vous rencontrer, de vous interviewer au nom de BAM. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter Eh bien, je suis octogénaire. J'ai été pendant très longtemps responsable politique du Parti écologiste francophone belge. J'ai été parlementaire européen de 1989 à 2004 et j'avais une formation de physicien. Je suis docteur en physique. J'ai fait une thèse en astrophysique au début des années 70. Donc ça résume. Et pour le moment, dès que j'ai quitté le Parlement européen en 2004, j'ai aussi quitté le Parti écolo parce que j'étais en désaccord politique profond sur le comportement qu'ils avaient eu par rapport au gouvernement dans lequel ils avaient siégé d'ailleurs, et sur la ligne politique générale que je trouve beaucoup trop conciliante avec le système en place. Donc j'ai quitté et j'ai fondé avec quelques amis une ASBL qui s'appelle le GRAP, qui est le groupe de réflexion et d'action pour une politique écologique, sachant que personne, à notre avis, ne mène vraiment une politique écologique, même pas les écologistes. Donc je suis toujours actif dans cette association qui est une ASBL et qui fait de l'éducation permanente, donc conférences, communiqués de presse, études, voilà, le travail d'une association d'éducation permanente. Enfin, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que je trouve que tout ce qu'on a mené comme politique depuis est mauvais. Et la Belgique en particulier s'est illustrée par son comportement liberticide et pour le dire clairement, dictatorial. C'est une dictature hygiéniste qui règne ici en Belgique, avec des mesures de confinement aveugles et policiers. C'est un confinement policier qu'on a subi et qu'on continue à subir, qui est moins dur que lors de la première phase au printemps de l'année passée, mais qui est quand même assez insupportable. Voilà, ça je résume. Alors, pour ce qui est des mesures dites sanitaires, au-delà du problème du confinement, il est assez remarquable de constater qu'on s'est mis dans une voie qui est le vaccin salvateur va nous libérer, donc tout est mis sur la solution vaccinale. Et pour adopter rapidement cette solution vaccinale, on a court-circuité les règles élémentaires de mise sur le marché des vaccins, notamment pour les vaccins, les premiers qui ont été mis sur le marché récemment, donc celui de Pfizer et celui de Moderna, qui sont des vaccins OGM, pour le dire de façon un peu rapide, c'est-à-dire que ce sont des vaccins qui jouent sur le fonctionnement du génome. Donc, c'est de la thérapie génique. Et la thérapie génique, ça n'est pas n'importe quoi, ça doit passer par des règles qui ont d'ailleurs été adoptées au Parlement européen et au Conseil des ministres en 2001, des règles qui consistent à, avant de mettre sur le marché et de libérer dans l'environnement des OGM, quels qu'ils soient, que ce soit pour des raisons médicales, et c'est le cas des soi-disant vaccins, que ce soit pour l'agriculture, il faut une étude d'impact sur la santé et sur la biodiversité et sur l'environnement. On n'a pas toujours ce mot environnement que je déteste, mais ça veut dire la nature, la biodiversité. Et le 15 juillet 2020, donc pendant les vacances, au moment où tout le monde se relâchait, on disait ça va, on est passé outre de la crise, le 15 juillet 2020, le Parlement européen et le Conseil des ministres ont adopté à la hussarde, c'est-à-dire sans amendement, sans débat, un règlement permettant de déroger à l'application de la directive de 2001. Donc, ce qui est absolument incroyable. Donc, tout ça sous prétexte d'urgence. Il y a urgence, on a besoin de vaccins. Il y a des firmes qui sont capables de mettre sur le marché des vaccins à ARNM, donc des vaccins à ARN messagers. On doit leur faciliter la vie, donc tant pis pour le risque est minime et par rapport au risque du Covid, c'est négligeable. Voilà, donc ça c'est quand même un élément capital. Moi, j'ai trouvé ça horrible. Donc, il y a 6 associations européennes qui ont introduit un recours devant la Cour de justice européenne pour casser ce règlement qui est scandaleux, et que mon association
a décidé de soutenir officiellement ce vendredi. Donc nous avons introduit une demande d'intervention, comme on dit en langage juridique, au niveau européen pour soutenir les 6 associations, qui sont des associations respectables, hein, qui sont constituées de gens sérieux, que je connais personnellement pour la plupart, avec lesquels j'ai déjà travaillé et qui ont un dossier en béton pour dire que ce processus est insupportable. Bon, voilà, je fais un peu le tour. Alors, il y a un autre élément, moi, qui me tient à cœur, c'est l'interdiction de soigner les gens qui ont des symptômes. Les premiers symptômes, restez chez vous, ne bougez pas, prenez du Dafalgan. Je sais, parce que dans ma famille, c'était le cas. Ma fille et mes 2 petites filles ont eu le Covid, n'ont pas subi grand-chose, mais enfin, Dafalgan, rien d'autre. Or, et là, on touche quand même à un problème grave, un médecin a le droit et le devoir de soigner, de porter secours à ses patients. Je pense que le Parlement, comme disait Anne-Emmanuelle Bourgault, le Parlement se met hors jeu tout seul. Il n'y a aucune raison que le Parlement ne fonctionne pas. C'est absolument insupportable de voir la docilité de ce monde parlementaire qui obéit à l'exécutif, qui considère que bon, l'exécutif travaille bien. Même l'opposition ne dit rien. Bon, il y a des partis d'opposition, il y a évidemment les partis d'extrême droite flamande, je n'en parlerai même pas, mais encore que la NVA pourrait dire quelque chose d'un peu plus intelligent que ce qu'ils disent. Mais au niveau francophone, le PTB est absent. Défi, bon, ils disent pas grand-chose. De temps en temps, le président, qui est un homme respectable a priori, fait semblant de dire quelque chose, mais il dit rien finalement. Quant aux autres partis, ils sont tous dans le gouvernement. Alors il y a le CDH, mais le CDH, ils ont une histoire de partis moyens, tièdes et fadas, donc ils ne disent rien, ce qui est normal. On n'attendait pas autre chose d'eux. Hein? Mais Collot ne dit rien, à part Jean-Marc Nollet qui fait des petites sorties. Les socialistes sont muets. Les libéraux gueulent un peu, mais parce que leur clientèle souffre. Bon, mais bon, je suis mal à l'aise de dire que ce sont les seuls qui ruent un peu dans les brancards. Ce sont ceux qui sont le plus éloignés de ce que je pense, mais dans ce cas-ci, ils rouspètent quand même, quoi. Ouais. Donc, parce qu'effectivement, il y a... Mais ils sont nuls. Ils sont tous nuls. Quand on est parlementaire, on porte, a priori, on est censé porter quelque chose. Sinon, on ne revendique pas d'être parlementaire. Si c'est uniquement pour suivre l'opinion publique, ou la soi-disant opinion publique, qui est complètement formatée par les médias, il faut quand même bien le dire. Hein. Pour le moment, on est dans une campagne de propagande incroyable pour dire le gouvernement fait ce qu'il faut faire et il n'y a rien d'autre, soumettez-vous et le vaccin est à l'horizon. Ça, c'est le message. Donc tout le monde est obligé de se soumettre. Et si les parlementaires n'ont même pas la curiosité intellectuelle de s'interroger sur les raisons de tout cela et sur les alternatives éventuelles, parce que moi je les alimente les parlementaires aussi, hein. Il ne faut pas croire que personne ne bouge, hein. Donc nous on alimente les parlementaires, mais personne ne bouge. Donc ils ne prennent même pas la peine de s'informer. Il y a de moins en moins de médias indépendants les uns des autres, donc ils sont tous un peu sur la même ligne et ils entendent le chant de la victoire future grâce au vaccin. Et le confinement, bon, on critique un peu parce que c'est vrai que sinon les lecteurs ils vont se détourner, hein. Et puis donc, que ce soit la Libre Belgique, Le Soir, L'Avenir, l'Écho et tous, ils disent tous la même chose. À l'Avenir, il y en a un qui oui. Il y en a un qui est un petit peu. Hein, alors, il sort pas mal de choses, mais effectivement, sinon, c'est assez. Oui, je reconnais que parce que moi j'ai été interviewé par l'Avenir il y a 2 mois, c'est le seul journaliste qui a bougé. Mais tous les autres. Oui, c'est la ligne du gouvernement. Affolant. Hein. Oui. Mais je les trouve trop gentils, trop timides. Ils font partie d'un monde où on est poli et on est respectueux, ce qui est très bien. Mais à certains moments, il faut pouvoir être un peu moins respectueux. Prendre ses responsabilités. Voilà, et prendre ses responsabilités. Lorsque la situation devient grave,
Et c'est le cas, disons-le, c'est le cas. Et en plus, ils sont dans l'impasse totale. Leur histoire de vaccin, ça frotte sur tout. Puisque même leur propre plan, ils ne savent pas le mettre en œuvre. Donc, si c'est pas maintenant qu'il faut gueuler, alors quand est-ce qu'on gueulera? Je ne sais pas, moi. Oui. Alors, comment... Donc, j'attends des scientifiques critiques qui le soient publiquement. Écoutez, si on prend l'histoire des épidémies et des pandémies et des virus, hein, on a eu un précédent extraordinaire en 1918 avec la grippe espagnole. C'est à peu près la même situation que maintenant. Il y a eu une première vague, il y a eu une deuxième vague un peu moins forte et une troisième toute petite. Mais là, la population était complètement sous-alimentée. Donc il y a eu une hécatombe impressionnante parce que ce virus n'était pas très gentil, bien sûr, mais la population était particulièrement vulnérable. Hein, et les premières victimes, ça a été les soldats qui étaient dans les tranchées. Hein. Et ce virus est venu des États-Unis, parce qu'on a dit espagnol, ça n'a rien d'espagnol. Le virus est venu par les troupes américaines lorsqu'ils sont arrivés fin 1917 sur le territoire européen, et donc ils ont contaminé tout le monde. Donc, on est à peu près dans la même... Je trouve que c'est pas très différent, et je crois que toutes les mesures qui ont été prises, si on les analyse un peu sérieusement, on se demande si elles servent à quelque chose. Moi, je pense qu'elles servent à rien. Les pays qui ont confiné très fort, comme nous, les pays qui ont confiné beaucoup moins et de façon un peu plus intelligente, comme l'Allemagne, et les pays qui n'ont pas confiné du tout, comme la Suède, si vous regardez les bilans, c'est pas très différent. Donc, on est même champion du monde en Belgique. Alors, on est champion du monde, ah oui, de toute catégorie. Hein, là, on est brillant. Hein, on est brillant. Mais donc, ceux qui disent on a bien travaillé, c'est parce qu'ils ont choisi une voie qui est mauvaise et ils ne savent pas comment en sortir. Donc, ils ne veulent pas entendre toute voix, même critique mais positive, qui propose quelque chose. Ils ne veulent pas entendre parce que ça les met en contradiction avec ce qu'ils ont essayé de faire croire. Oui. Et qu'ils ont quand même réussi à faire croire grâce aux médias. Donc, pour moi, l'évolution, ce virus va s'effondrer tout seul. Il va muter vers des formes plus paisibles, comme tout virus. Donc, si je comprends bien, on va vacciner quand le problème sera déjà réglé, alors? Sans doute. Okay. Sans doute. Probablement. Mais par contre, les dégâts économiques, les dégâts sur la santé vont être énormes. Ouais. Parce que la santé des jeunes... Les conséquences sont terribles. On est en train de massacrer la jeunesse pour protéger, soi-disant, les vieux. Soi-disant, parce qu'en fait, c'est même pas vrai. C'est un peu mieux ciblé maintenant, on vaccine les... Alors, quand je vois qu'on utilise des vieillards de 102 ans pour servir de modèle pour la vaccination, moi, ça me révolte. C'est vraiment utiliser les gens à des fins qui sont malhonnêtes. Une personne de 102 ans qu'on vaccine, elle a une espérance de vie de quelques mois, ou peut-être quelques années, je l'espère pour elle, mais encore que. Mais bon, on sait très bien qu'elle ne va plus vivre très longtemps à 102 ans. Donc à quoi ça sert de la vacciner? Si on compare avec tous les vaccins qui sont sur le marché depuis longtemps, il n'y en a aucun qui a été approuvé après quelques mois d'essai, hein, ça n'existe pas. 12 ans. Donc, on est encore en train d'essayer. D'ailleurs, quand vous entendez ils n'arrêtent pas de se contredire. Ils n'arrêtent pas de dire, est-ce qu'il faut une dose ou s'il faut plusieurs doses. Donc, il y a plein d'inconnus. Je pense que toute personne un peu critique doit se rendre compte qu'il y a plein d'inconnus. Des erreurs grossières, parce que l'histoire des masques, là, avec des nanoparticules d'argent. Mais toute personne qui a un peu étudié le problème des nanoparticules, et je l'ai fait personnellement dans les années 2008-2009, au moment où on venait avec les premiers les tissus avec nanoparticules d'argent pour faire partir les bactéries, et les machines à laver avec aussi particules d'argent pour diminuer la consommation de savon, de détergent. Hein. Mais on sait depuis le début que c'est dangereux. Les nanoparticules, ça passe à travers tout, parce que c'est tout petit. Donc, qu'on en mette dans les masques, c'est absurde. Et que
l'État belge commande des masques sans même savoir ce qu'il y a dedans, c'est encore plus grave. Donc il y a une faute grave de la part du gouvernement de Mme Wilmès, puisque c'était à l'époque. Alors le ministre vient enfin de faire quelque chose de bien, il a interdit hier l'utilisation de ces masques. Enfin, Quel masque? Mais il y a eu des masques en fait qui sont sortis. Ah, tu ne connais pas le problème. Oui. Je ne savais pas qu'il y avait un Si, type de masque. Oui. Ce sont des masques qui ont été commandés par le gouvernement Wilmès, donc c'était le ministre de Bakker à l'époque. Je crois que c'est lui. Et qu'on a livrés gratuitement, mais qui ont été imprégnés avec des nanoparticules de titane, uniquement pour des raisons de couleur, parce que ça blanchit, et des nanoparticules d'argent, parce que les nanoparticules d'argent tuent les bactéries. Mais elles ne tuent pas les virus, mais elles tuent les bactéries. On préfère encore les bactéries que les nanoparticules, évidemment. Non, mais en plus, vous mettez un masque devant votre nez et votre bouche toute la journée, et vous baignez dans votre propre jus toute la journée. Donc, ça veut dire que les nanoparticules ont largement le temps de pénétrer dans les voies respiratoires. Donc, moi, je crains pour les personnes qui ont mis ces masques. Oui, mais ils ont précisé qu'il y avait des risques d'inflammation du système respiratoire, évidemment. Évidemment, parce que on sait qu'elle se fige facilement dans les alvéoles pulmonaires ou dans les bronches, et on le sait depuis plus de 10 ans. Hein. Donc on est en train d'étudier, soi-disant. Sciences Sano étudie. Mais il ferait bien de lire la littérature qui existe. Hein. Mais bon, ils ont encore un stock de 3,5 millions qui vont distribuer bientôt. On met ça à la poubelle. Hein. Mais c'est grave parce que vous avez vu qu'on empoisonne la population. Oui, tout à fait. Oui. Absolument. Et il y a d'autres masques, on a fait des études où il y avait... deuxième grosse faute grave, parce que ça s'en est une. Pour moi, ce n'est pas une erreur, c'est une faute grave. Par manque de prévoyance, c'est pas sérieux. Mais la deuxième faute, on a commandé un médicament pour des millions d'euros, le Remdesivir, dont on sait maintenant, même l'OMS le reconnaît, après avoir été ambigu au début, que c'est un médicament qui ne sert à rien, et même qui est dangereux. Oui. Qui crée des mutations et qui pourrait être à l'origine des mutations du virus. Alors là, et là, Vandenbroek en a commandé pour je ne sais plus combien, je crois que c'est 2,5 millions, plus de 2 millions d'euros. Mais les études qui ont démontré qu'en fait ça ne marchait pas et que c'était même toxique sont sorties juste après qu'on ait acheté. Juste après. Donc, ce qui prouve le sérieux, non seulement de la Commission européenne, mais de leurs experts. Et des médias. Hein? Et des médias qui n'ont pas dit grand-chose là-dessus. Hein? Ils n'ont rien dit, et puis après, il y a eu 2 lignes quelque part. Mais on a l'habitude. Comment tu penses qu'on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Politiquement, est-ce que tu penses qu'il va y avoir je pense que c'est pas un soulèvement général ou qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y aura pas de soulèvement. Il y a une docilité générale. Là, ce n'est pas un soulèvement, c'est une docilité générale qui est assez ahurissante, je trouve. Tout le monde s'incline. Je me balade à Namur, je vois tout le monde avec un masque en rue. C'est complètement idiot. C'est ridicule. Ça ne sert à rien. Bien sûr, nous, personne ne le porte parmi nous. Non, c'est clair. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est même nocif, donc. Oui. Et humainement, c'est absolument abject. Ah, c'est insupportable. Et alors, pour les enfants, les jeunes enfants, mais dans quel monde est-ce qu'on les met, quoi? On les met dans un monde de gens qui se cachent. Et qui craignent tout le monde. Et tout le monde a peur. Je pense que c'est quand même de la société civile que ça viendra. Il ne faut rien attendre du côté politique. Je n'y crois pas du tout. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai. Je suis convaincu que ça ne viendra pas d'eux parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont été trop loin dans leur connerie, donc je ne vois pas comment ils peuvent faire pour en sortir. Donc ça doit venir de la population. Et s'il y a un certain nombre d'intellectuels et notamment de médecins, etc., qui osent enfin s'exprimer de façon forte. Heureusement pour nous, le virus va s'affadir progressivement et ça ira dès les premiers beaux jours. Et les variants, quelle que soit leur nationalité réelle ou inventée, ils vont peut-être se diffuser plus facilement, mais ils vont être moins dangereux. Mais c'est la logique même de Oui, c'est clair. L'histoire le montre. Il n'y a pas de... C'est de l'écologie appliquée, ça. Hein.
le virus, soi-disant que c'est pas vivant, mais il se comporte comme un être vivant quand même. Donc, il s'adapte à son environnement. Donc, s'adapter à son environnement, c'est pas tuer tout le monde. Mais est-ce que, quand même, il y a une responsabilité pénale presque de la part des hommes politiques Ah, qui décident? moi, je pense que, moi, je suis en train d'examiner ça. S'il y a des actions juridiques dures, y compris sur le plan pénal à entamer, moi, je serais pour. Hein. Parce que je crois que c'est la seule manière d'éviter que ça recommence. Oui, tout à fait, parce qu'on peut avoir un deuxième coronavirus l'année prochaine. On est parti dans le... Il faut maintenant s'interroger sur les causes. Hein. D'où est venu ce virus? On n'en sait rien du tout. On dit que c'est les... Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est un labo qui s'est échappé d'un labo. J'en sais rien. Probablement que l'histoire de l'origine naturelle, ça vient des chauves-souris ou des pangolins, je ne sais pas quoi. Ça tient la route. J'en sais rien, mais ça tient la route parce que c'est vrai que dès qu'on détruit l'habitat des chauves-souris, là, on a l'exemple avec les chauves-souris, c'est connu. On détruit leur habitat, donc les chauves-souris se rapprochent. Et les chauves-souris sont des réservoirs à virus. Hein. Elles sont bourrées de virus. Parce qu'elles sont très proches aussi, hein, l'une de l'autre. Oui. Donc, si elles se rapprochent de l'habitat humain, forcément que ça risque d'amener de nouveaux virus. Donc, on est dans une course. Alors, la cause profonde de tout ce truc, c'est l'industrie de la viande. Il faut arrêter avec ça. Hein. Les élevages concentrationnaires de porcs. Le porc est un animal qui est très proche de l'homme, hein, sur le plan biologique. On est très proche de l'homme. Et donc, les maladies porcines deviennent facilement des maladies humaines. Or, les échanges d'animaux vivants entre la Chine, les États-Unis, l'Europe de l'Est, la France, la Belgique, parce que la Belgique n'est pas mal non plus dans le genre, c'est horrible. Et tout ça c'est générateur de pandémie. Donc, il faut mettre fin à ce type d'industrie. C'est une industrie nocive.